l'un des films les plus différents de la plus grande franchise d'Illumination, transformant l'entreprise en un véritable petit caillou dans la chaussure de Disney et de DreamWorks. Mais saviez-vous que la seule chose qui ne change pas dans les films des petits êtres jaunes et de leur chef, c'est la quantité absurde de secrets cachés? Par exemple, l'un des plus gros Easter eggs est une véritable moquerie envers Disney, et il apparaît tout au début de Moi, Moche et Méchant 3. Dans la scène, les mignons pilotent des mini-sous-marins à grande vitesse à travers la mer, jusqu'à ce que deux poissons clowns soient frappés sans pitié par les serviteurs de grue qui se mettent tout simplement à éclater de rire. Ces deux petits poissons ne sont pas là par hasard. En fait, ce sont les personnages principaux du monde de Nemo, Marin et son fils, Nemo lui-même. Montrer les mignons en train d'écraser les deux avec autant de naturel est une façon bien directe pour Illumination de prévenir que ces films sont en train d'écraser les films de Disney. Et alors, lequel des deux studios préférez-vous? Une autre référence au studio de Mickey Mouse se trouve tout au début du premier Moi, Moche et Méchant. La scène montre une famille voyageant en Égypte et, si vous regardez bien, le garçon de cette famille porte un t-shirt noir avec un crâne sur la poitrine. Cela rappelle beaucoup un personnage essentiel du premier film Toy Story, Sid. Il faut beaucoup d'innocence pour penser que ce n'est qu'une simple coïncidence, et non une référence intentionnelle à l'un des films d'animation les plus importants de la concurrence. Toujours dans le premier film, sorti en 2010, beaucoup n'ont pas remarqué un détail artistique qui ne se trouve pas dans la maison de Gru, mais plutôt à la Banque du Mal. Nous parlons de l'énorme tableau qui apparaît juste à côté du bureau du directeur de la banque. Cette peinture est une parodie évidente d'un tableau classique de Napoléon Bonaparte. La grande différence est que le directeur de la banque lui-même a été placé à la place de Napoléon, ce qui prouve seulement à quel point il est prétentieux. En plus de ce tableau, il y en a un autre qui est encore plus célèbre, celui de la Joconde, la peinture de Léonard de Vinci. Sérieusement, c'est l'œuvre d'art la plus connue de toute l'humanité, et devinez quoi? Elle se trouve dans la maison de Gru. Le plus amusant dans tout ça, c'est que tant la Joconde que la Nuit étoilée ne se trouvent pas dans la chambre de Gru, mais bien dans la chambre des filles. Ce qui, en réalité, est une touche vraiment mignonne. D'ailleurs, il est assez drôle de penser qu'en plus des armes mortelles, la maison de Gru possède plusieurs œuvres d'art, possiblement volées. L'une d'entre elles est la célèbre toile La Nuit étoilée, peinte par Van Gogh, l'un des artistes les plus géniaux de l'histoire. Serait-ce le tableau original? Moi, Moche et Méchant 3 commence avec un diamant rose d'une valeur inestimable qui se fait voler par le méchant Balthazar Bratt. C'est le genre de scène classique qui semble tout droit sorti d'un vieux film d'espionnage. Et la vérité, c'est que penser cela n'a rien d'absurde. Ce bijou ressemble énormément au diamant rose que l'on voit dans le film La Panthère rose. L'intrigue entière de ce film classique porte justement sur le vol de ce diamant. Il est donc impossible que cette ressemblance ne soit qu'une simple coïncidence. En parlant des mignons, vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi ils deviennent violets lorsqu'ils sont transformés en monstres dans le deuxième film? Tout d'abord, il fallait leur donner un aspect différent pour que le public comprenne que quelque chose n'allait pas. Cependant, le choix de cette couleur n'était pas aléatoire. Le violet est connu pour être la couleur opposée au jaune sur le cercle chromatique. Par conséquent, si les mignons sont devenus l'exact opposé de ce qu'ils étaient, il est tout à fait logique que leur couleur ait changé pour le violet. Un véritable coup de génie de la part des créateurs du film. Un peu plus tôt dans ce même film, nous remarquons une autre de ces blagues bizarres des mignons. Sauf que cette fois, l'affaire était beaucoup plus risquée. Cela se produit dans la scène qui montre les mignons travaillant dans l'usine de confiture. Tout au fond, deux d'entre eux font les idiots et se frappent la tête avec des marteaux, jusqu'à ce que l'un d'eux finisse par s'évanouir et que son partenaire accourt, inquiet, pour essayer de le réveiller. Dès que le mignon évanoui se réveille et montre qu'il va bien, l'autre est soulagé et commence à lui embrasser le visage à plusieurs reprises. Ces gars-là font vraiment toutes sortes de folies quand ils se retrouvent sans surveillance, n'est-ce pas? Heureusement qu'ils sont durs à cuire pour supporter ces coups de marteau. Il y a plusieurs scènes centrées sur les mignons, et ce qui est cool, c'est que beaucoup d'entre elles comportent des petites blagues très particulières. Dans le deuxième film, il y a un moment où ils organisent une méga fête sur la plage. Ce qui est incroyable, c'est qu'au milieu de toute cette confusion, on voit l'un d'eux lancer un regard super passionné à un autre mignon, comme s'il était en train de flirter, ou du moins, de faire semblant de flirter.
puisqu'on sait à quel point ils aiment faire des blagues. La scène où Gru essaie d'envahir la maison de Vector pour voler le pistolet rétrécisseur est hilarante. Mais il se passe tellement de choses que beaucoup de gens ne remarquent même pas que, pendant que Gru galère pour entrer, Vector est tranquillement en train de jouer à une Nintendo Wii. Comme le premier film est sorti en 2010, c'était la console haut de gamme de Nintendo à l'époque. La Wii a été lancée en 2006, et son successeur, la Wii U, n'arriverait sur le marché qu'en 2012, 2 ans après le film. Gru a commencé le premier film en tant que méchant, mais il s'est transformé en un grand héros tout au long de la franchise. On peut remarquer à quel point il était concentré sur la méchanceté rien qu'en jetant un coup d'œil à la décoration de sa maison. Par exemple, le portrait de Jesse James, l'un des pires bandits de l'époque du Far West, accroché au plafond. Et oui, Gru vénérait les grands super-vilains et les bandits du passé, y compris ceux de la vie réelle. Chaque film de la franchise se termine toujours en jouant une chanson très célèbre des années 80 ou 90. À la fin du deuxième film, pendant la fête de mariage de Gru et Lucy, nous voyons un petit groupe de mignons habillés avec les costumes du groupe Village People, qui était célèbre justement pour ses vêtements brillants et plus qu'extravagants. Avant de continuer, juste un petit rappel. Si vous aimez aussi les films, les séries et les dessins animés, cliquez tout de suite sur le bouton « S'abonner », d'accord? Et puisqu'on parle de références musicales, nous ne pouvons pas oublier la scène du mariage de Gru et Lucy, à la fin de Moi, Moche et Méchant 2. Comme dans tout mariage qui se respecte, nous avions des mignons habillés en blanc jouant une musique émouvante. Ce look n'était pas une mode sortie de leurs esprits fous. En fait, c'est le même style de vêtements porté par les chanteurs des Backstreet Boys, le boys band qui a connu un succès absurde entre les années 90 et 2000. Ces films trouvent aussi toujours un petit moment pour exalter les classiques de différentes époques. Dans Moi, Moche et Méchant 3, les mignons sont arrêtés, mais ils ne tardent pas à prendre le contrôle de la prison. À ce moment-là, ils commencent à danser d'une manière qui rappelle énormément le clip de Jailhouse Rock, le grand succès d'Elvis Presley. Le plus amusant, c'est que le public cible des films d'Illumination, ce sont les enfants. Et la plupart d'entre eux ne connaissent pas cette chanson. Malgré tout, les créateurs placent ce genre d'easter egg en pensant aux fans plus âgés. Et aussi à ces enfants qui apprécient un bon classique. En plus des hommages à d'autres œuvres pour enfants, Moi, Moche et Méchant apporte également des références plus obscures. Cela est clair dans l'une des scènes les plus drôles du deuxième film. Quand Gru commence à enquêter sur El Macho, il finit par devoir se battre avec la poule de compagnie du méchant. La poule a l'air beaucoup plus intelligente qu'elle ne devrait l'être, et elle rentre sous les vêtements de Gru, juste pour en ressortir en éclatant un trou dans son t-shirt. C'est une référence directe à la scène épique du film Alien, le 8e passager, dans laquelle le bébé extraterrestre s'échappe du ventre de son hôte. Sauf que le film original est infiniment plus cruel et effrayant que la parodie d'Illumination, d'autant plus que l'on parle d'un sacré film d'horreur pour adultes. Nous avons déjà beaucoup parlé de l'école des méchants, mais le bâtiment lui-même cache aussi un secret. C'est une allusion très claire à Disney. L'endroit ressemble énormément au château classique que l'on voit dans l'ouverture de presque tous les films du studio, et dans les parcs à thème, comme Disneyland. Aucun studio d'animation ne résiste à l'envie de lancer une petite pique à Disney, et Illumination n'a pas fait exception. La voiture que Gru conduit pour aller à la rencontre de ses vieux amis méchants de l'époque de l'école est déjà incroyable en soi. Mais le meilleur détail de tous se trouve sur la plaque d'immatriculation du véhicule. Le code est DM 090710. Et oui, chaque lettre et chaque chiffre ici garde un secret, en commençant par DM. C'est le sigle pour Despicable et les chiffres représentent exactement la date de sortie du premier film aux États-Unis, le 9 juillet 2010. Après tout, nous ne pouvons jamais oublier d'où tout a commencé, n'est-ce pas? Un détail très sympa que presque tout le monde a ignoré, c'est que la directrice de l'école des super-vilains a un lien avec un personnage très célèbre de la franchise, le docteur Nefario. Oui, le génie qui crée toutes les armes pour Gru. La directrice est tout simplement la mère de ce scientifique fou. On peut le découvrir en prêtant attention à l'étagère de son bureau, qui est remplie de cadres photos les montrant tous les deux ensemble, dans des moments très classiques de mère et fils. Dans le 4e film de la série, Gru attaque un collège de super-vilains, et nous trouvons plusieurs choses curieuses dans le décor. L'une d'elles est l'image d'un garçon avec un chapeau vert dans le bureau de la directrice. Cela peut ressembler à un simple tableau normal au début,
Mais ceux qui connaissent tout des films d'Illumination remarqueront que ce chapeau est le même que celui porté par le gage-pilleur dans le film Le Lorax. Comme le gage-pilleur a failli détruire l'environnement avec son entreprise, il est tout à fait logique d'avoir un portrait du gars dans une école pour méchants. Moi, Moche et Méchant 4 est l'un des films qui offre le plus ce genre de détails. Dedans, certains mignons sont transformés en super-héros, les soi-disant méga mignons. On s'attendait déjà à ce qu'il y ait une parodie de films de super-héros, et ils n'ont pas déçu. À un moment donné, l'un des méga mignons doit utiliser son pouvoir d'étirer son corps pour arrêter un train hors de contrôle. La façon dont la scène se déroule est identique à la séquence épique de Spider-Man 2 de 2004, où Peter Parker dépense toutes ses toiles en essayant de retenir le train. Même ceux qui n'ont jamais regardé ce film courent le risque d'avoir déjà vu une photo de cette scène, tellement elle est emblématique. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mais si vous aimez avoir l'esprit retourné, c'est le bon endroit. C'est pourquoi nous avons laissé 2 très bonnes vidéos à cliquer, à regarder et le meilleur dans tout ça, pour continuer à rester avec nous.